14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Vous savez sans doute de quoi on parle quand on parle des PN. Le terme est terriblement à la mode, trop sans doute d'ailleurs. Bon, mais pour les quelques personnes qui ne connaissent pas les PN, sachez qu'en fait, ça veut dire pervers narcissique. C'est donc des personnes qui sont perverses narcissiques, terme qui a été inventé il y a déjà pas mal de temps par un psychanalyste qui s'appelait Rakami. Rendons-lui cette... N'est-ce pas Jean-Charles Bouchou? Je suis tout à fait d'accord avec vous, Brigitte Lahaie. Bonjour Brigitte, bonjour à tous. Jean-Charles, merci d'être avec nous aujourd'hui encore. Oui, oui parce qu'il y a énormément de livres qui sortent sur les pervers narcissiques. Oui, encore que le jour où j'ai proposé aux éditions Erol, tiens, j'ai écrit un livre qui s'intitulera « Les mécanismes de défense pervers narcissiques ». L'éditrice spécialisée en ressources humaines, à l'époque, m'avait dit qu'est-ce que ça veut dire pervers narcissique. Elle n'avait jamais entendu le terme. C'était en quelle année ça? Oh, c'était à l'époque des dinosaures. C'était en 2008. Ah oui, et pourtant 2008. Je l'ai écrit en 2008, il est paru en 2009. D'accord. Donc c'est finalement très récent cette mode. Ça fait 15 ans déjà. Bah oui, mais je veux dire, c'est quand même avant-hier, quoi. C'est quand même récent, 15 ans. Oui, c'est très récent. Paul-Claude Rakami avait écrit quelques articles. Effectivement, il y avait un chapitre dans un de ses livres. Le génie des origines. Le génie des origines, exactement, que je n'avais pas lu à l'époque. Je connais mes classiques. Que j'ai lu par la suite. Où il parlait, alors pour lui, il parlait de relations perverses narcissiques. Beaucoup, il avait rencontré ça dans les hôpitaux psychiatriques, en fait. Entre les gens dans les différents services, ouais. Bon, toujours est-il que depuis, on a beaucoup de livres qui sortent sur ce sujet, avec des livres très intéressants, des livres moins intéressants. Le vôtre était très intéressant, évidemment, oui, Jean-Charles Bouchou. Mais je trouve qu'on en met un peu ça à toutes les sauces, parce que le vrai pervers narcissique, c'est quand même heureusement... C'est quelqu'un de charmant. Oui, mais c'est heureusement pas si courant non plus. Enfin, je veux dire, on n'en croise pas à tous les coins de rue. On n'en croise pas à tous les coins de rue. Il y a des personnes qui les attirent. Il y en a quand même, hein. J'ai pas dit qu'il y en avait pas, mais c'est toujours pareil. C'est qu'ils font tellement de dégâts que ils font pas les dégâts sur une seule personne. Hein. Peut-être que si, en fait, ça dépend. Bon, on va pas trop généraliser non plus. Mais quelqu'un qui emploie massivement des mécanismes de défense pervers narcissique, quelqu'un de charmant, qui va vous séduire et vous mettre et vous rendre fou sous sa coupe. Oui, comme on le disait hier. Vous devenez dépendant, mais parce que vous comprenez pas. Vous entendez un discours qui dit je t'aime, t'es magnifique, t'es merveilleux, t'es formidable, et en même temps des actes qui pratiquement diraient le contraire. Hein, et une fois de temps en temps, vous dites un mot, ce mot est repris en exergue, et là on vous explique que vous êtes complètement nul, que vraiment comment as-tu pu dire ça, etc. Au bout d'un moment, on ne sait plus où Alors, on est. Jean-Charles Bouchou, j'aurais aimé dans l'introduction de l'émission d'aujourd'hui, c'est qu'on essaye un petit peu d'aider les auditeurs qui nous écoutent à comprendre comment un être humain devient. Est-ce que c'est héréditaire? Est-ce que c'est durant l'enfance que ça joue? Est-ce que c'est à cause des parents? Oui, ce que je pense. Alors moi, je suis en gentil petit mouton, l'évolution des psychanalystes. Hein. Les psychanalystes, nous pensons que l'enfant grandit petit à petit de 0 à 6 ans et forme sa structure psychique. Mais que certains d'entre nous, soit se sont arrêtés en cours de route, certaines formes de schizophrénie, vous apercevez que vous avez affaire à des enfants d'1 an, et si vous comprenez l'enfant d'1 an, vous comprenez le schizophrène. D'autres ont un petit peu plus évolué, mais ont fait ce qu'on appelle des fixations. C'est-à-dire que face à trop de problèmes, je peux être un homme sérieux par exemple, et puis face à trop de problèmes, me remettre à pleurnicher comme un gamin. Parce que je suis fatigué, parce que j'en peux plus, parce que j'en ai marre. Ça s'appelle une régression, et je vais régresser à un endroit qui a été particulièrement marquant dans mon enfance. Donc pour moi, les personnes qui emploient massivement des mécanismes de défense pervers narcissiques ont 2 ans. Ils ne sont pas allés beaucoup plus loin. D'âge mental, hein, on est bien d'accord. Ce sont ils ont une êtres immatures. Une structure psychique d'un enfant de 2 ans dans un corps d'adulte, c'est-à-dire que s'il est chef de service, il peut sérieusement vous casser les pieds, ce qu'aurait pas pu faire un petit de 2 ans. Donc nous tous avons traversé cette période, ce moment où on s'interrogeait sur notre image, on avait le sentiment de ne pas être à la hauteur. Bah oui, à 2 ans, on n'est pas à la hauteur. Des sentiments parfois contradictoires. Imaginez la maman ou le papa qui dit « Oh, mon enfant est merveilleux, regardez, il a fait un tellement beau dessin », alors qu'en réalité, il a fait un gribouillis, et puis on va l'afficher au frigo et on le monte à toutes les copines. L'enfant est tout puissant, il se croit, il est réellement tout puissant dans le discours de son parent, mais
Quand il va arriver à l'école avec ses copains, s'il se la joue au tout-puissant, il va prendre des claques. Il va se faire tirer les cheveux, il va se faire cracher dessus. Donc, coexistent deux réalités. Je suis tout-puissant dans le discours de mon parent et je suis impuissant à l'école. Ce que vous êtes en train de dire, Jean-Charles Bouchou, c'est que finalement, derrière un adulte qui a des mécanismes pervers narcissiques, il y a quelqu'un qui n'a pas finalement une très bonne estime de lui-même. Ah oui. Et c'est ça qu'il faut Ça fait partie entendre. des choses qu'il faut démystifier. Souvent, les personnes me disent, les pervers narcissiques se croient supérieurs à tout le monde. Non, ça, c'est la chanson, c'est ce qu'ils vous disent. Je suis supérieur à toi, tu ne vaux rien. Mais en réalité, ils ont une très très basse image d'eux-mêmes, comme le petit enfant de 2 ans qui arrive à l'école et qui s'aperçoit qu'il n'est pas tout puissant. Merci l'école. C'est ça qui est intéressant à signaler, c'est que donc même s'ils sont dangereux, etc., mais ils ne sont pas aussi forts qu'ils laissent paraître. Non, ils a sont même priori particulièrement fragiles. Et je soupçonne nombre de victimes d'avoir peur pour leur bourreau. Parce que si vous arriviez à les mettre en face, nous en parlions tout à l'heure, si vous arriviez à les mettre en face de leur folie, ils exploseraient. C'est ce qu'il y a d'ailleurs de formidable dans le film de Roman Polanski, Le bal des vampires, où Oui. quand le vampire se retrouve face à un miroir, il a peur de son image. Et je trouve que cette parabole dans ce film bien vu. est assez extraordinaire Bien pour vu. bien comprendre ce qu'est le... Oui. Je sais que Roman Polanski aujourd'hui malheureusement est un peu fort décrié, Ben oui. mais il a fait des films qui sur le plan symbolique sont des chefs-d'œuvre. Oui, c'est très bien vu. Et effectivement, alors déjà, on a plein de pistes à travailler. Si vous voulez qu'on peut écrire un nouveau livre. Le pervers narcissique s'est senti tout puissant parfois, pas toujours, mais généralement dans le discours d'un parent. Donc, il va être intéressé à faire perdurer un discours. C'est-à-dire que moi, maintenant, au micro, je peux essayer de vous faire croire que je suis l'homme le plus puissant du monde. J'ai qu'à le dire. Mais oui, vous pouvez le dire, oui. Mais comme je disais, arrivé dans la cour de l'école, mais vous ne prendrez pas ma place. T'es impuissant. Je veux pas devenir calife à la place de. Non, c'était un peu d'humour parce que je crois qu'il faut toujours garder. Si on sait garder de l'humour, d'ailleurs, c'est déjà un signe qu'on n'est pas pervers narcissique. Oui, complètement. Si on accepte que l'autre se moque un peu de nous, et moi, il vaut mieux quand je viens vous voir, d'ailleurs, parfois. Voilà. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important à comprendre. C'est des êtres qui finalement n'ont pas de regard sur eux-mêmes parce qu'ils ne peuvent pas. Ils sont coupés de leurs émotions. Oui. Et d'ailleurs, j'ai l'un de mes invités qui dit quelque chose que je trouve assez juste. Il me dit, ils ont besoin de faire souffrir parce qu'à ce moment-là, ils ressentent quelque chose. C'est le seul moment où ils ressentent quelque chose. Oui, c'est possible. C'est du sadisme là. En fait, on ne devrait pas dire pervers narcissique, on devrait dire sadique narcissique. Ce serait plus juste. Ce serait plus juste. Eh bien, on va inventer le mot. Oui, bien sûr. Écrivez le livre, Les sadiques narcissiques. Oui, là, je vais essayer de passer à autre chose, parce que qu'est-ce que j'aurais écrit sur les pervers narcissiques, C'est peut-être pas par hasard. On m'a beaucoup interrogé là, mais j'ai été attrapé par le sujet. C'est ça qui est intéressant, et ce qui fait différence avec certains qui ont écrit le livre après avoir vu le succès du mien, c'est que à l'époque, quand je l'ai écrit, on m'a dit mais ça marchera pas, ça. Et puis, le succès est venu après. Et il m'a emporté avec lui beaucoup d'interviews, beaucoup de choses. Mais j'ai une de mes invités, Jean-Charles Bouchou, qui dit qu'il y en a de plus en plus à cause justement de ces familles qui élèvent un peu trop les enfants rois, les garçons comme des enfants, comme des rois, et les filles comme des princesses. Ça peut être une des explications. Ça peut être une des explications, mais à un moment donné, de toute façon, même avec un parent maltraitant, parce qu'il y a quand même beaucoup de pervers narcissiques qui viennent de familles maltraitantes, si vous dites à un petit enfant de 2 ans, à cause de toi, tout va mal, waouh, moi, je suis tellement puissant qu'à cause de moi, tout va mal. Il y a un sentiment de toute puissance. Et là, ça peut déclencher un mécanisme de défense. Parce qu'encore une fois, c'est un mécanisme de défense de devenir pervers narcissique. Oui, c'est une série de mécanismes de défense, mais qui sont, vous allez le voir, on va en reparler, sérieusement pervers. Eh bien, on en parle dans un instant avec vous au 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous évoquons aujourd'hui la perversion narcissique avec Jean-Charles Bouchou, ou les PN si vous préférez, bien que je ne sois pas une fan de ce terme. Et Jean-Charles Bouchou, on va commencer avec Céline qui est avec nous. Merci Céline, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Jean-Charles. Bonjour Céline. On vous écoute, allez-y. Vous avez donc vécu dans une relation où c'était au départ merveilleux, c'est ça ? Très merveilleux. Mmh. L'homme idéal qui répondait à toutes vos attentes, envies de vie.
Voilà. Combien de temps ça a duré, cette période? 11 ans. Pardon? 11 ans. Pendant 11 ans, il était l'homme idéal? Non. Non. Ah. Non. Ça, on l'aurait pas cru, ça. La relation a duré 11 ans, jusqu'à ce que je fuis. Elle a été... Alors justement, répondez à la question de Jean-Charles Bouchou. Combien de temps ça a été idéal? Le love bombing. Le love bombing, c'est assez court quand même. Bah ouais. Oui. C'est 6 mois environ. Ouais. Et c'est beaucoup sous la parole, plus que dans les actes. Exactement. Ouais, bien sûr. Exactement. Et ça rejoint ce que je disais en avant-propos. On est dans un discours, on n'est pas dans la réalité. C'est ça, c'est des raisons, il trouve des raisons. Hein? Oui, mais voyez, Céline, ce qui là, est... ça peut pas se faire. Céline, mais là, ça va se faire. Ce qui est important, parce qu'on va essayer durant ces 2 heures quand même de mettre en garde ceux qui nous écoutent pour que justement ils ne fassent, ils n'aient pas cette expérience négative comme vous. Ce qui est important à comprendre, c'est que lorsqu'on est sous le charme, si je puis dire, d'un discours particulièrement flatteur, idéal, etc. Il faut quand même se dire que d'abord c'est trop beau, et ensuite se dire que à ce moment-là, on avait peut-être besoin de ça, et comprendre pour s'en sortir pourquoi à ce moment-là vous avez plongé comme ça sans vous rendre compte. Parce que moi je le dis souvent, il y a quand même des indices qui laissent à penser qu'il y a quelque chose qui va pas. Oui, et puis ce qui est difficile, c'est qu'on est face à 2 informations contradictoires. J'entends bien. Je te dis que je t'aime, je te dis que tu es belle, je te dis que je suis heureux avec toi, et en même temps, dans mes actes, je te prouve et je te démontre le contraire. C'est comme si on vous mettait des lunettes électroniques, et que d'un côté, on vous passe des images de paix, vous voyez la nature, et que c'est magnifique, et dans l'œil suivant, dans l'autre œil, vous avez des images de guerre. Mais à un moment donné, vous allez vous arracher un œil. On peut pas faire autrement. Donc à un moment donné, ce qu'on pourrait dire aux victimes, c'est il faut faire un choix. C'est-à-dire vous avez affaire à Jekyll et à Hyde. Si vous voulez garder Jekyll, vous allez être obligé de vous coltiner Hyde. Je suis désolé. Et si vous voulez échapper à Hyde, il faut quitter le bon docteur Jekyll, qui encore une fois n'est bon que dans le discours. Alors là, on doit faire un deuil, mais c'est le deuil, un deuil qui est beaucoup plus difficile à faire que le deuil d'une personne. C'est le deuil d'un fantasme. D'un idéal, oui. Exactement. Donc de quelque chose qui n'existe pas. C'est plus difficile de quitter quelque chose qui n'existe pas qu'une personne qu'on a aimée. Si on quitte une personne qu'on a aimée, on va être malheureux, bien sûr. On sera triste, je veux pas le nier, mais en même temps, il reste quelque chose de concret. Ouais, c'est comme... Oui. Allez-y, Céline, je vous en prie. Dans cette période, en fait, il s'ensuit des mécanismes d'isolation. Bon, en général, je pense qu'ils choisissent aussi bien leur proie. Hein. Oui. Ça peut être des gens qui sont un peu plus isolés. Vous voulez dire qu'il a fait le vide autour de vous, hein, c'est ça? Voilà. Ça fait combien de temps que vous l'avez quitté, que vous avez fui, Céline? En 2021. D'accord. Parce que je sens. Il me maintient encore. Ah oui, c'est ce que j'allais dire. Je lui. sens que vous êtes encore sous emprise. Hein. On sent qu'il y a quelque chose qui. Comment il vous maintient en lien? Par ma fille. Ah, vous avez une fille en commun? Oui, par notre fille. D'accord. Il faudrait, je pense. Enfin, il en a fait un démon d'une fille avec laquelle on était très 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 proches. Il a profité d'une hospitalisation de soins médicaux, d'opérations, pour agir, et il me l'avait dit clairement. Quand vous dites on était très très proche de ma fille, qui c'est on? Ma fille et moi. D'accord. Donc il a profité d'une hospitalisation de vous ou de votre fille? De moi. De vous, pour couper le lien fusionnel que vous aviez avec votre fille et la prendre sous sa coupe, c'est ça? C'est ça. Elle a quel âge, votre fille? Aujourd'hui, elle a 14 ans. Oui, c'est un âge complexe parce que c'est l'âge où on commence à s'éloigner un peu de sa mère pour se trouver en tant que femme. Et c'est vrai que c'est facile à ce moment-là de montrer à quel point vous êtes la mauvaise mère. Oui, alors il faut faire très exactement. Céline, il faut faire très attention à une chose. Les mécanismes de défense que mettent en place les adolescents
ressemble à s'y méprendre au mécanisme de défense pervers narcissique. Mais, Oui. c'est Ça y juste dans l'ordre ressemble des... énormément, mais c'est ça qui est dur. ça y ressemble, mais c'est dans l'ordre des choses. On a besoin de casser nos référents, de casser l'image de nos parents. Freud disait carrément, il faut tuer son père. Et, Et sa mère, de d'ailleurs. s'éloigner, voilà, de ses parents. Mais c'est passager, structurant, et ça va s'arrêter. C'est-à-dire que votre fille, à un moment donné, va devenir adulte Oui. et va se rendre compte que vous avez été une maman formidable avec qui Oui. elle a fusionné et elle aura envie de vous retrouver. Bien sûr. Et le plus beau cadeau que vous puissiez faire à votre fille, c'est vous recentrer sur vous-même. C'est-à-dire quand vous, les enfants apprennent par l'exemple. Quand vous vous faites du bien à vous-même, vous lui faites du bien. Mais ne vous faites pas du bien pour vous lui faire du bien. Faites ce qui vous fait envie. Oui, tout à fait. Après, c'est ça qui me, C'est ça qui me vous fait touche, mal. hein, Oui, bien sûr, bien qui sûr. me fait mal. Ouais. Parce que pour moi, ce sont des années d'adolescence, etc., de partage que je n'aurais pas, que je ne pourrais pas vivre avec elle. Ah, parce qu'elle est partie vivre avec son père ? Voilà. D'accord. Oui, mais ça, malheureusement, c'est une réalité qu'il faut accepter avec ce que ça comporte de souffrance, et on l'entend, hein, Céline. Mais raison de plus, comme vient de le dire Jean-Charles Bouchou, de vous occuper de vous. Oui. Parce que c'est dans l'ordre des choses de se séparer de ses parents. Hein. D'abord au moment de la naissance, puis au moment du sevrage, puis au moment de l'adolescence. Et votre fille, petit à petit, elle va s'individuer. En tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Et vous allez pouvoir maintenant vous recentrer sur vous. Et Céline, vous créez une vie de femme épanouie. Et moi, ce que j'aimerais entendre, c'est qu'est-ce qui vous fait envie ? Là, qu'est-ce qui me fait envie ? C'est de retrouver ma fille. Bah oui, Voilà. mais ça, c'est pas possible pour l'instant. Donc, qu'est-ce qui vous ferait envie ? On va prendre le conditionnel. Ouais, non, ouais, Si mais vous n'avez pas la réponse là, tout de suite, on peut l'entendre. Parce que comme je le Mais il disais faut le déjà trouver. hier, hein, beaucoup de personnes s'identifient à leur fonction. C'est je suis mère avant tout, je suis chef de service avant tout. Et le jour où les enfants s'en vont, on a l'impression de n'être plus rien. Alors pourquoi pas, c'est le nid vide, on appelle ça. Mais à un moment donné, vraiment, je vous invite à vous tourner vers votre intérieur et à vous poser cette question, qu'est-ce qui serait bon pour vous ? Un voyage, une sortie, aller apprendre, je sais pas moi, danser, chanter. Et peut-être, Céline, qu'il faudrait voir aussi quand vous rencontrez cet homme, donc il y a un peu plus de 11 ans, hein, puisque vous l'avez quitté en 2021, donc ça fait 15 ans à peu près. Hein, Ouais. Quand vous rencontrez cet homme il y a 15 ans, qu'est-ce qui fait que vous étiez une victime potentielle ? Peut-être que c'est à ce moment-là qu'il faut comprendre pourquoi vous vous êtes peut-être éloigné de vous-même, et essayer de retrouver cet élan vital qu'on a tous, hein, à un moment donné. Oui, tout à fait. C'est ce que j'essaye de retrouver, hein, de toute façon. Après, bon, j'accepte les étapes parce que c'est quand même des étapes de deuil. C'est des épreuves. C'est des épreuves. Ce sont des épreuves. Et c'est de le comprendre, ne pas retomber dans ces schémas-là, sachant que avec mon ex-mari, c'était assez particulier puisque en fait, il a mis 2 ans à m'avoir. C'est-à-dire qu'a priori, Donc, je sentais dès le départ. a priori, vous attirez pas. J'ai senti qu'il y avait quelque chose. Vous étiez méfiante, c'est ça ? Voilà. Ouais, il y a ce petit truc intérieur qui dit non. Et on en revient à dire la même chose, je suis désolé, hein, je me répète, mais on sent les choses, on sait les choses, on n'en tient pas compte. Donc l'objectif, c'est de se recentrer sur soi encore une fois. Si mon organisme me dit tu n'es pas à ta place, il y a quelque chose qui va pas, il faut que je l'entende. Absolument. Donc refaites-vous confiance, Céline. C'est vraiment tout ce qu'on vous souhaite. Ça, j'ai découvert en pratiquant beaucoup la méditation. C'est on se recentre sur soi et on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui va pas. Et d'ailleurs, Céline a parlé d'isolement ou d'isolation. Effectivement, nous sommes isolés par la personne qui emploie massivement des mécanismes de défense pervers narcissiques. Et aussi, on rentre en fusion avec cette personne. Et quand on est dans la fusion, on n'arrive pas à prendre le champ nécessaire pour réaliser et comprendre les choses. Merci Céline, en tout cas, merci beaucoup. On fait une petite pause, on retrouve notre Flore Chérie, notre Sexy News, comme tous les vendredis. À tout de suite. Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News.
Eh bien, Jean-Charles Bouchou, nous retrouvons Fleur Chéri. Et alors, vous revenez sur la pornographie, hein, c'est votre sujet de bataille. Mais oui, mais je n'en sors pas du porno. Oui, aujourd'hui, on parle de perversité et de malveillance. Et il y a une tendance qui est en hausse, en particulier à cause du développement de l'intelligence artificielle. Il s'agit des deepfakes pornographiques. Alors, qu'est-ce que c'est un deepfake? Concrètement, c'est ajouter le visage d'une célébrité ou de quelqu'un que l'on connaît sur le corps d'une actrice ou d'un acteur porno dans une vidéo. En plein zéba. Voilà, qui nous fait penser que c'est la réalité. Alors, il y a des gens qui peuvent regarder ça parce que ça leur plaît de voir Scarlett Johansson en petite tenue, et d'autres plus malveillants qui vont mettre le visage de leur ex sur un corps dénudé pour se venger et faire tourner ça dans l'université, dans le lycée, etc. On en avait beaucoup parlé l'année dernière lors des vlogs d'août de l'influenceuse Lena Mafouf, qui est suivie par des millions d'abonnés en France. Elle était tombée sur l'une de ces vidéos pornographiques avec son visage dessus, un deepfake donc. Elle a alerté sa communauté et elle est tellement influente aujourd'hui en France que c'est remonté jusqu'au ministre du numérique de l'époque, Jean-Noël Barrot, qui considérait que les deepfakes explicites étaient un angle mort du droit français. En fait, en France, il est interdit de diffuser des photos ou vidéos truquées, des photomontages, sans indiquer clairement la mention, le fait que c'est faux. Ce qui paraît normal d'ailleurs. Hein. Mais il n'y a pas de précision sur le caractère sexuel. Ça mériterait peut-être d'être plus sévèrement puni dans le cadre ce qu'on appelle le revenge porn, par exemple, quand c'est vraiment à caractère humiliant. Bref, une des solutions pourrait être apportée du côté justement de l'intelligence artificielle, qui pourrait être à la fois le poison et l'antidote. Elle pourrait par exemple détecter les deepfakes. Aujourd'hui, la texture de la peau ou les micro-expressions humaines sont très difficiles à modéliser, et il est aujourd'hui encore possible de distinguer le vrai du faux. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas le même grain de peau entre le visage et le corps, c'est ça? Voilà, ça pourrait être ça, ou ça pourrait être sur le mouvement. On peut voir aujourd'hui que les mouvements faits par les robots ne sont pas aussi réalistes que lors d'une vraie vidéo. Donc on arrive encore à les détecter. Mais le risque à laisser l'intelligence artificielle jouer le rôle un peu de shérif, ce serait de créer une course à l'armement numérique entre les détecteurs, les gentils, les policiers, et les créateurs un peu plus malveillants de contenu. On peut aussi imaginer que l'intelligence artificielle serve à préserver certaines images, comme empêcher sur Facebook, c'est déjà le cas, qui empêche les bots de choper les visages sur les photos Facebook, ou encore anonymiser par défaut tout contenu où on ne connaîtrait pas vraiment la provenance de cette vidéo. On pourrait imaginer que l'intelligence artificielle demain serve à ça. Mais la solution aujourd'hui la plus pertinente pourrait se retrouver du côté de la blockchain. Alors la blockchain, c'est une techno qui permet d'identifier le propriétaire d'un contenu. C'est-à-dire que dès que vous publiez une vidéo pornographique via la technologie de la blockchain, le nom du propriétaire est intégré dedans, ce qui empêche la prolifération de contenus malveillants. Le problème de l'utilisation de cette technologie, c'est qu'elle oblige les plateformes et les créateurs de contenu, tout l'écosystème de façon plus générale de la pornographie, à évoluer technologiquement, et donc cela engendrait des ressources et des coûts pour cette industrie. Si aujourd'hui vous êtes victime d'un deepfake, c'est-à-dire que quelqu'un a mis votre visage sur un autre corps dans une situation compromettante, vous pouvez toujours faire appel à la plateforme de signalement gouvernemental Pharos pour vous aider dans vos démarches. C'est fou parce qu'on voit comment l'évolution des techniques nouvelles provoque beaucoup de malveillance, quoi. Ouais, puis de toute façon, les réseaux sociaux, c'est rapidement malsain, hein, quoi qu'il en soit. Je suis bien d'accord. Ouais. Oui. Mais en même temps, quand on est soi-même victime, c'est un petit peu embêtant, quoi. Mais alors, si on veut faire un pont, je sais pas si ça vous intéresse, entre la perversion narcissique et ce qu'on est en train de dire. Je disais tout à l'heure, le pervers narcissique a intérêt de faire perdurer un monde de blabla. Et c'est quoi les réseaux sociaux, sinon un monde de blabla? Sur les réseaux sociaux, je peux dire, je suis champion du monde. À charge. C'est un monde de communication où tout le monde raconte sa propre narration sur sa vie, donc c'est un terreau fertile pour les narcissiques, c'est évident. On a remarqué lorsqu'il y a, par exemple, une rupture, il y a celui qui a quitté, qui a besoin de montrer qu'il est à nouveau entouré de plein de gens, etc. Enfin, on voit bien qu'il y a une sorte de surenchère narcissique. Voilà. Donc un conseil aux victimes de violences psychologiques: coupez les liens, bannissez cet autre, n'allez surtout pas regarder, parce qu'il y a des gens qui se font mal comme ça, ils vont regarder le statut Facebook et ils s'aperçoivent que l'autre s'affiche avec un mec ou avec une nana. Oui, et puis il y a quelque chose d'assez pervers, enfin dans l'idée de la rupture avec une personne ou dans le deuil amoureux, c'est que quand
on voit son ancien compagnon sur les réseaux sociaux, le cerveau ne sait plus trop faire la différence si c'est la réalité ou si c'est faux. Donc on se recrée des souvenirs alors que la personne n'est pas avec nous, en se disant ah bah oui, il est à cet endroit, il est à la plage, il fait ci, il fait ça, alors qu'on n'a pas du tout partagé ces moments-là avec lui. Ça peut nous faire cette impression aussi avec les stars, où on a l'impression de beaucoup les connaître, d'avoir une proximité avec elles, alors qu'en fait elles ne nous connaissent pas du tout. C'est juste nous qui les voyons tous les jours chez nous. Donc oui, le contact émotionnel via les réseaux sociaux, ça peut être un peu pervers. Un poison. Ben oui, mais ce qui est embêtant, c'est que de plus en plus les très jeunes vont s'habituer à converser et à échanger virtuellement, et ça crée forcément une manière de grandir différente. Je vais faire du yoga, et en attendant que la prof arrive, les plus jeunes, donc des jeunes d'une vingtaine, 20-25 ans, sont tous intégralement sur leur téléphone en attendant, et les plus âgés non. Mais si je dois quand même dire du positif là-dessus, par exemple, votre réflexion autour des pervers narcissiques, on la voit aussi beaucoup sur les réseaux sociaux, elle est très présente. Je pense même que vous êtes leader presque sur ce sujet-là aujourd'hui. Et donc c'est vrai que quand on s'intéresse à ce phénomène, vous faites tout un travail de pédagogie qui est très accessible sur les réseaux sociaux, donc c'est plutôt positif. D'un point de vue publicitaire, c'est intéressant, oui. Oui, de toute façon, il faut prendre les nouvelles technologies du côté positif. Et c'est vrai que quand on cherche une information sur Internet, on la trouve tout de suite. Mais je l'avais dit hier, déjà dans l'émission d'hier, que j'avais, au sortir de mon livre, il y avait eu un tel engouement que j'avais voulu créer alors je mets des guillemets, un groupe de parole, justement sur un réseau social, et c'était devenu une foire d'empoigne où les gens s'insultaient. Donc je l'ai vite arrêté. Donc c'est pareil, là, si je veux un groupe de parole, il faut que j'aille physiquement dans une pièce où je vais rencontrer des vrais gens, avec un vrai modérateur qui sera là pour faire respecter le cadre. Vous mettrez le cadre. Donc, sauf qu'aujourd'hui, vers le concret, je le dis souvent. Aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle qui met le cadre. Alors, on voit ce que ça va donner. On est un petit peu au balbutiement de l'intelligence artificielle, à la fois dans sa législation et puis dans son application technique aussi. Ne perdons pas notre humanité, en clair, quoi. Bien sûr, c'est ce qu'on fait tous les jours dans cette émission. C'est ce que nous essayons, oui. C'est pour ça que je finis souvent quand on reçoit des personnes en disant qu'est-ce qui vous fait envie. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a dans le concret, dans la réalité, vers quoi vous avez envie de vous tourner. Tournez-vous vers la vie. Et j'ai peur que les réseaux sociaux n'incarnent pas vraiment la vie. Pour moi, ça incarne plutôt la mort. C'est très partagé, c'est-à-dire qu'il y a des très belles choses qui sont possibles aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux, même l'intelligence artificielle. Juste peut-être sur ma profession, ça peut me simplifier le temps. Ne serait-ce que écrire sur le digital aujourd'hui, j'ai plus besoin d'un correcteur derrière. Je dis à ChatGPT, enlève-moi toutes les fautes d'orthographe, et puis j'ai un contenu qui est propre pour les réseaux sociaux. Je gagne un temps incroyable. Oui, comme ça, quand vous envoyez un SMS à un ami, vous faites des fautes. Voilà, et là il sait que j'ai mis moins d'efforts dans le SMS. Il y a un dictionnaire quand on envoie des SMS sur le téléphone. Oui, et qui prédit les prochains... Je plaisantais jusqu'à présent, vous ne m'avez pas envoyé un mail ou un SMS avec des fautes, Fleur Chérie. Ah, c'est vrai. Donc c'était une boutade, et je ne voudrais pas que les gens croient que vous vous écrivez avec des fautes. Non. Mais c'est que mes proches amis, c'est quand je suis très très spontanée, je peux faire des fautes. Donc vous voyez mon nombre de fautes à ma proximité. On fait forcément des fautes. Oui, à l'écrit, mais en tout cas, non, mais ça change la vie de plein de gens en améliorant quand même, en perfectionnant aussi le quotidien. Et je trouve que c'est quand même des belles choses. Et comme tout nouvel outil utilisé par l'humain, peut-être comme la voiture à ses départs, ça crée un nombre de morts démesuré par rapport à un temps plus long où on va légiférer, avancer technologiquement pour sécuriser la voiture. Ce qu'il faudrait juste, c'est que les parents soient conscients des dangers de tout ça. Et il y a un problème générationnel où les parents ne comprennent même plus ce que font les enfants. Tout simplement de pas donner de téléphone à un gosse de moins de 12 ans, quoi. Moins de 12 ans, ça va être difficile aujourd'hui, Jean-Charles Bouchot. Non, c'est les réseaux sociaux. Oui, voilà. Alors, il y a une différence entre envoyer un petit SMS pour dire je suis sortie et leur donner un accès à un réseau social. Et d'abord, les parents veulent donner un téléphone à leur enfant pour savoir où il est et pour pouvoir. Mais je vous assure. Mais non, mais on en est là aussi parce qu'on est dans un désir d'emprise, tiens, justement, pour revenir au sujet d'hier. Oui. Puis, je sais pas, on est aussi dans un autre monde. Il y avait aussi des enfants qui traînaient dans la rue dans les années 60-70. Aujourd'hui, vous croyez qu'il y en a plus? Ils se faisaient gronder. Vous croyez qu'il y en a plus aujourd'hui? Traîner, mais c'était pas méchant. C'est jouer au foot dans la rue. À Paris, beaucoup moins. Oui, il y a un confinement des enfants. Moi, je me souviens quand j'étais gamin avoir manqué une après-midi d'école, je me rappelle plus pourquoi. Et un monsieur était venu me voir dans la rue et m'avait dit
dis, mais enfin, tu devrais pas être à l'école. Ah non, mais je parle pas des enfants qui font l'école visionnaire. Je parle sur les week-ends ou les temps libres. Ce qui est intéressant, c'est qu'on était concernés. Les gens étaient concernés et participaient de l'éducation, même du gosse qui ne connaissait pas. Aujourd'hui, personne ne se permettrait. Ah oui. Ah oui, c'est vrai, on se substitue pas à l'autorité parentale. Ça, c'est vrai. Vous avez raison. Oui. Bon, enfin bref. On va pas faire les vieux cons. Merci beaucoup, Flore Chéry. Merci beaucoup en tout cas. Et je rappelle que vous êtes autrice d'une pièce de théâtre que l'on peut aller voir au Sud Paradise tous les jeudis. Ça s'appelle 5 à 7 sur le désir féminin. Exactement. Tout un programme. Voilà. Ça met l'eau à la bouche. Hein. Ah oui. Merci Flore, merci beaucoup. Anne est avec nous pour répondre à 3 questions intimes. Vous pourrez en poser une ensuite à Jean-Charles Bouchou. Bonjour Anne. Bonjour Brigitte, bonjour Jean-Charles. Bonjour Anne. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous pensez pouvoir reconnaître les pervers narcissiques, vous Anne? Est-ce que vous avez cette intuition ou pas, à votre avis? Il y a 9 ans, je vous aurais dit qu'est-ce que c'est que ça, et j'ai été la proie bien sûr d'un pervers, oui. Aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé et vous avez la capacité. J'ai le radar, je l'ai. Vous avez les radars, comme c'est joli. J'ai les radars qui clignotent, c'est ça. Jolie expression. Très bien. Deuxième question, quelle serait la note de votre libido aujourd'hui, Anne? Aujourd'hui, elle est bien, hein, ma libido, elle se porte bien, elle est à 7, 8. Ah, 8, allez, 8,5, soyons folles, allez. 8,5, c'est une très très bonne note. Et dernière question, quel serait pour vous le temps idéal du coït? Ça dépend. D'accord. Ça dépend de votre humeur ou ça dépend de l'amant? Non, du partenaire déjà, et puis moi, du moment de la journée. Moi, mon moment préféré, c'est 14h avec le café. Ah, d'accord. Et les petits chocolats? Voilà. Bon, écoutez, merci d'avoir fait une pause pour pouvoir répondre à mes 3 questions, Anne. Merci. Je vous laisse poser une question à Jean-Charles Bouchou, allez-y. Alors, j'ai pas vraiment une question à vous poser, Jean-Charles, mais c'était plutôt une stratégie comportementale à partager. Vous allez me dire si c'était OK pour vous. Il y a 9 ans, il y a 7 ans, quand j'ai essayé de sortir de cette relation toxique, mon médecin m'avait donné une petite stratégie comportementale à utiliser et j'ai mis du temps à le faire, mais j'en ai vraiment vu les bénéfices, c'est-à-dire que j'ai dû changer le nom de mon compagnon sur mon téléphone et je l'ai renommé Abruti. Et du coup, quand il m'appelait, alors avant de le nommer comme ça, quand je voyais son nom apparaître, j'étais en stress total. Et je pouvais pas m'empêcher de répondre. Hein. Je répondais directement, et après je culpabilisais parce que j'avais répondu, bref. À partir du moment où je l'ai renommé et que parfois c'était Abruti, parfois c'était du con, parfois c'était d'autres noms, eh bien ça m'a complètement distanciée en fait avec cette emprise que j'avais. C'est intéressant. Bonne idée. Et vraiment c'est efficace. C'est vraiment efficace. Et si je peux partager quelque chose avec tous les auditeurs ou les auditrices, cette stratégie m'a vraiment permis de me sortir de cette personne. On n'est pas ici une relation. J'ai jamais entendu ça, mais je trouve ça très intéressant parce qu'il y a une pensée immédiate. Là, on lit Abruti sur son téléphone et franchement, ça donne pas envie de répondre. Hein, non, en fait, non. Et puis ça fait rire. En fait, moi, ça me faisait rire. Je me disais, mais qui c'est qui m'appelle, en fait? Et le temps de réaction, en fait, j'avais plus le stress, j'avais pas du tout le stress. Et du coup, j'avais le choix aussi à l'intérieur de moi et je répondais pas. Ouais. Ça crée un automatisme. Ouais, c'est intéressant parce que le fait de voir s'afficher le nom de cet autre, c'est une réaction post-traumatique. C'est-à-dire c'est vraiment, quand on a été traumatisé par une personne, par un endroit, on n'arrive plus à le voir, on n'arrive plus à passer devant sans voir son cœur qui se met à battre. C'est en tout cas ce que vous décrivez, Ce sont des réactions post-traumatiques que vous avez eues. C'est dire que une relation avec quelqu'un qui emploie massivement des mécanismes de défense pervers narcissiques crée des symptômes chez la victime qui ressemblent, à s'y méprendre, aux symptômes que présentent les personnes qui reviennent de la guerre. Ah ouais. Symptômes post-traumatiques. Je veux bien le croire, c'est sûr. De toute façon, tout ce qui, on le sait aussi sur les abus sexuels durant l'enfance, on le sait sur les parents qui ont été particulièrement violents, ça crée des traumatismes qui sont comparables, tout à fait.
absolument. Merci de ce petit conseil pratique, Anne. Merci beaucoup. Merci à vous. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant. Vous pouvez vous aussi témoigner au 0826 300 300. Tiens, notamment si vous avez eu des clés pour vous sortir de l'emprise d'un pervers narcissique, n'hésitez pas à le partager avec nous. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et toujours Jean-Charles Bouchou qui est avec nous, psychanalyste, auteur de ce livre Les pervers narcissiques aux éditions Erol. Et comme à chaque fois qu'on aborde ce sujet, malheureusement, nous avons beaucoup d'appels. Et c'est Céline maintenant qui va témoigner. Bonjour Céline. Bonjour Brigitte, bonjour Jean-Charles. Bonjour Céline. Merci d'être avec nous. Alors racontez-nous, vous avez vécu avec quelqu'un de ce genre, si je puis dire? Alors il me semble que, je suis pas médecin, etc., mais il me semble que sur plusieurs années, j'ai pu mettre en évidence certains dysfonctionnements. Et au départ, disons que j'ai connu cette personne, j'étais pleine de cadeaux, en fait. Mais c'est des cadeaux, des bouquets de fleurs, des bijoux pour mon anniversaire, des gentillesses tout le temps. Et donc, on tombe de plus en plus amoureux, non pas pour les cadeaux, mais... Non, mais quelqu'un de généreux, attentionné, oui, on est sous le charme, bien sûr. Voilà, on se dit, cette personne, personne ne m'a jamais considérée de cette manière, la plus belle, la plus tout. Et du coup, très rapidement, au bout de 3 ans, quand même, je me suis aperçue qu'il y avait des petits dysfonctionnements au niveau de la façon d'être, des incohérences, en fait, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui. J'arrivais pas à mettre 2 mots dessus, mais je me disais, tiens, un petit truc qui va pas, Et en fin de compte, je me suis aperçue que finalement, petit à petit, je vais dire, on dit que la roue, elle a tourné. Et en fin de compte, j'étais plus si spéciale que ça, j'étais plus si jolie que ça, En fait, j'étais la personne qui était à côté, qui faisait les tâches ménagères, etc., qui n'était pas considérée et même qui était rabaissée. Parce que souvent, c'était ça. Tant sur le plan du travail, dans mon activité professionnelle. Au bout de combien de temps vous vous rendez compte de ça? Au bout de 3 ans. 3 ans. Pendant 3 ans, vous avez été adulée, en quelque sorte? Pas adulée. Au début, oui. La première année, oui. J'étais amoureuse, mais j'y suis restée jusqu'à la fin amoureuse. J'allais dire malheureusement, mais bon, c'est comme ça, les sentiments, on peut pas on les oriente pas. Et du coup, au bout d'1 an, je me suis aperçue quand même de ces dysfonctionnements. Et je me suis aperçue que, en fait, c'était quelqu'un qui me rabaissait tout le temps, tant sur le plan du travail, puisqu'on travaillait tous les deux dans le même secteur, mais lui a un poste plus important que le mien. Donc tout ce que je faisais, c'était mal, c'était pas bien, c'était pas comme ça, j'avais pas la façon de faire, il fallait faire comme lui, etc., etc. Et puis après, c'était sur ce que j'étais. Et là, Jean-Charles Bouchou, on voit encore une fois le même processus, c'est-à-dire que Céline, pourtant, a tous les éléments pour comprendre que la relation n'est plus bonne, mais comme il y a eu cette année idyllique à laquelle on a envie de retrouver. On a envie de rester dedans. Oui. Mais oui, c'est là, il faut bien entendre le clivage, comprendre ce que c'est que le clivage de la personne qui emploie massivement des mécanismes de défense pervers narcissique. On finit par la repérer. Hein, il est à la fois gentil, méchant, à la fois je t'aime et en même temps je te critique. Vous voyez, il y a ces deux choses. Évidemment, la victime va finir par se cliver elle-même. D'un côté, j'entends bien qu'il y a de la violence, parce que c'est de la violence. Hein. C'est ce que j'appelais la violence invisible dans mon livre. Et de l'autre côté, j'entends un discours qui me plaît beaucoup. Il va falloir à un moment sortir de ce clivage. Sinon, on va devenir fou. C'est-à-dire, à un moment donné, voilà, est-ce que je suis prêt à accepter le négatif pour pouvoir conserver le positif, ou est-ce que je suis prêt à renoncer au positif pour pouvoir échapper au négatif? Entendre ce clivage. Le clivage du pervers, oui, mais le clivage de la victime aussi. Ce qui est bien normal, d'ailleurs. Alors, Jean-Charles, oui, allez-y, pardon. Vous dites, sinon on devient fou, et bien en fait, c'est ce que je ressentais. Moi, j'avais l'impression que le problème venait alors, au début, je pensais que le problème venait de moi, il fallait me remettre en question, etc., etc.
Et je pense que petit à petit, je glissais, parce que, comme vous dites, ça souffle le chaud, le froid. On invite au restaurant, donc on est content, on va passer une bonne soirée. Mais pendant la soirée au restaurant, forcément, il y a toujours un événement qui fait qu'on retourne dans le négatif. Bien sûr. Et en fait, on a l'impression, on a vraiment l'impression qu'on devient fou. Ouais. Et moi, je témoigne pour toutes les femmes et toutes les jeunes femmes qui vivent, je veux dire, auprès de ce Alors, genre je de précise personnes. qu'il y a des hommes aussi qui sont sous influence de pervers narcissiques. Il y a des femmes qui sont également manipulatrices, perverses, avec des etc. fonctionnements qui se ressemblent. Ouais. Oui, c'est-à-dire un temps de séduction, un temps où on vous dit tout ce que vous avez envie d'entendre, et en même temps, bien souvent, on met en place des actes qui vous prouvent le contraire, ce qui fait que on est obligé d'y disjoncter au bout d'un moment. On devient fou. Ça. Et beaucoup de personnes disent, mais moi je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas, mais j'étais incapable de mettre le doigt dessus. Ah ben moi j'ai mis le doigt dessus parce que je me suis documentée, je suis tombée sur des... Voilà. Puis après j'ai bouquiné, j'ai lu... en dehors, parce que je lisais beaucoup, donc et en fait, comme je disais, en fait, je glissais petit à petit, et en dernier temps, parce que ça a duré 7 ans. Bon, il y en a peut-être plus longtemps, mais moi, en tout cas, ça a duré 7 ans. Et en dernier temps, j'avais, comme je disais, même des envies. J'avais tellement plus confiance en moi que, j'avais des envies j'avais l'impression de devenir folle. J'avais des envies de suicide. J'avais envie de me tuer, en fait. Vous n'aviez pas envie de vous tuer, mais vous aviez envie que ça s'arrête. Ce qui n'est pas tout à fait pareil. Peut-être aussi. Mais si vous voulez, cet autre projette en nous sa mauvaise part. Il faut bien comprendre l'identification projective. C'est très important de le comprendre. L'identification projective, c'est l'attribution à quelqu'un d'autre quelque chose que je ferais bien de voir en moi. D'accord? Je vais dire, je me sens nul, je vais dire, tu es nul. J'ai envie de vous tromper, je vais dire, j'ai peur que tu sois infidèle. Ce qui fait que la victime, à un moment, elle se trouve chargée d'un tas de trucs, elle comprend pas d'où ça vient. Et à un moment donné, elle a envie d'aller suicider celui-là. D'ailleurs, on avait eu un témoignage, je crois que c'était hier, d'une dame qui, le jour où elle a commencé à s'en sortir, son mari avait pris un couteau et en lui disant, maintenant, tue-moi. Absolument, c'était hier. Ouais. Vous vous souvenez? Olivia, oui. Olivia, oui. Donc, quand il est démasqué, le pervers narcissique, à un moment donné, il s'effondre. Et s'il n'a pas réussi à vous suicider, il pourrait très bien passer au suicide lui-même. Alors moi, ce qu'il a fait, en fait, c'est que je pense que, parce que d'un coup, sa façon d'être a complètement changé vis-à-vis de moi. C'est-à-dire, il était très distant, comme si j'existais plus, en fait, comme si j'étais transparente. Pourtant, on était toujours dans le même appartement, enfin, on n'était pas encore séparés. Et en fin de compte, j'ai mis le doigt sur le fait que, il avait une autre personne en vue, même très rapprochée. Et en fait, je me suis dit, finalement, il se comporte comme ça avec moi parce qu'il a trouvé... c'est ce qui peut arriver de mieux, justement, à une victime. C'est que... et Céline, il faut que vous vous en remettiez, il faut que vous passiez à autre chose. Effectivement, le message qui est envoyé, c'est tu vaux rien, je peux aimer ailleurs. Mais en réalité, il va aller rejouer exactement la même histoire ailleurs. Et vous, par contre, vous allez vous tourner vers ce qui vous fait envie. Et vous allez pouvoir vous en sortir parce que de toute façon, encore une fois, la seule solution avec ce genre de personnes, c'est la fuite. Ah oui, d'abord la distance, puis la fuite. Ouais. La distance pour comprendre et la fuite pour s'en sortir. Parce que de toute façon, on peut pas les sauver. Donc il faut se sauver soi-même. Oui. En d'autres termes. Merci beaucoup Céline. On continue évidemment dans la deuxième heure avec vos témoignages au 0826 300 300. Et puis je vous propose la dernière petite devinette par rapport à la religion qui revisite la sexualité. Qu'est-ce que ce serait pour la religion le préservatif? Vous avez le temps des infos pour me trouver la réponse. Allez, on se retrouve tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Jean-Charles Bouchou est avec nous. Je rappelle que vous êtes psychanalyste, un petit peu spécialiste des pervers narcissiques à force. Votre dernier livre, Les violences invisibles, aux éditions Le Courrier du Livre. On va donner la parole à un homme, justement. Tiens, on vient de dire avant les infos que les hommes aussi pouvaient être victimes, et je suis ravie que Michel témoigne. Mais d'abord, la réponse à ma devinette. D'après la religion, la sexualité est revisitée. Donc la pilule du lendemain, c'est un avortement. Et le préservatif, c'est quoi?
Je sais pas. Un meurtre par asphyxie. Oh, c'est joli, hein. Oui. Il y a un peu d'imagination quand même. Ouais. Voilà, bon ben voilà, j'ai passé en revue toutes ces petites devinettes tout au long de cette semaine. Bonjour Michel, merci de témoigner. Oui, bonjour Brigitte et bonjour Jean-Charles. Bonjour Michel. Voilà, donc oui, j'avais envie de témoigner parce que j'ai vécu une expérience avec une pervers narcissique, une expérience qui a duré 7 ans. 7 ans au bout desquels j'ai été accusé moi-même d'être un pervers narcissique, donc je me suis énormément intéressé au sujet, je me suis remis en question, j'ai vu psychologue, médium, hypnose, j'ai fait un tas de choses, j'ai beaucoup étudié le sujet pour me rendre compte finalement que j'étais moi face à une pervers narcissique. Alors j'aime pas utiliser ce terme, en fait dans mes recherches, je parle plusieurs langues, donc j'ai fait beaucoup de recherches sur des psychologues dans différents pays de la planète, en anglais ou en espagnol ou en portugais, et j'ai trouvé beaucoup d'informations très simples à comprendre, très très évidentes, un peu moins faciles avec tous les psychologues français. Mais ça m'a vraiment éclairé. Vous parliez tout à l'heure de l'effet miroir. Donc voilà, j'ai passé 7 ans à être accusé de tous les torts, à devoir me défendre sans arrêt, de voir une personne qui manipule la réalité, quelqu'un qui vit dans sa propre réalité. Il n'y a rien à faire, il n'y a aucun argument à avoir. J'ai passé des années à C'est très batailler. juste ce que vous dites. Il est dans sa réalité et la communication est impossible. Mais moi, il y a une chose. Excusez-moi, Michel, vous restez avec nous, bien sûr. Mais je voudrais poser une question à Jean-Charles Bouchou parce que ce qui me frappe quand même dans tous les témoignages que j'entends depuis des années, c'est que c'est toujours très long. Le temps durant lequel on reste avec quelqu'un qui est pervers narcissique. Là, vous avez 17 ans et pourtant vous semblez quelqu'un d'assez, d'assez conscient. Oui, mais on devient fou, on ne sait plus où on en est. Ça dure toujours aussi longtemps toujours, non. Non. Pas toujours. Mais oui, il y a des personnes chez qui ça dure 30 ans, mais on a entendu hier ou tout à l'heure, je me souviens plus, des 2 dames qui ont témoigné, c'était hier, je crois, qu'elles avaient 17 ans quand elles ont rencontré l'homme de leur vie. Vrai, quoi. c'est vrai, oui. Donc quand on a 17 ans, on n'est pas vraiment mature et ça dure 30 ans avant, à un moment donné, qu'il y ait une réalisation. Il y a cet aspect-là. Le deuxième aspect, c'est qu'encore une fois, on est face à un double discours. Et on n'est pas loin de l'hypnose, hein. Vous savez, je pratique un petit peu l'hypnose, bon, c'est pas ma spécialité, mais quand on veut hypnotiser quelqu'un, on crée de la confusion. On lui dit des phrases un peu paradoxales. On lui dit, à la fois vous êtes en train de dormir, en même temps vous êtes éveillé, mais c'est pas un problème, vous pouvez rester endormi. Le cerveau, il démissionne. Le cerveau démissionne. Et régulièrement, on a les propos qu'est-ce que je t'aime, je suis amoureux de toi, etc., etc. On a envie de s'accrocher à ce discours-là. En fait, on s'accroche. C'est comme si vous aviez, mais je suis désolé, je redonne mon exemple encore une fois, affaire au Dr Jekyll et à Mr Hyde. Eh ben, quand ça va mal, vous avez envie de retrouver Jekyll. Vous n'avez pas envie de vous sauver. Malheureusement. Michel, je vous redonne la parole. Oui. Allez-y, je vous en prie. Oui, Jean-Charles a très bien expliqué. C'est ce que j'ai vécu également. C'est ce que beaucoup de psychologues appellent le bombardement d'amour. Oui. Moi, j'ai eu des mots d'amour, mais d'une telle puissance que je n'ai jamais eu avec d'autres femmes. En général aussi, on dit que les femmes qui sont dans ce profil-là, elles sont au début sexuellement extraordinaires, très actives. Oui. C'est vous confirmez. Oui. Hein, oui, jusqu'à ce qu'on arrive à une petite frustration. Ah oui, après vous avez le droit à la frustration. Oui, absolument. Ouais. Ouais. Je suis revenu de loin. J'ai énormément travaillé sur moi. Et aujourd'hui, j'ai repris confiance en moi, je revis à nouveau. Ça s'entend. Je revois qui je suis parce qu'on a voulu me faire comprendre que j'étais quelqu'un d'autre, un monstre carrément, hein, qui mériterait de ne pas exister. Hein, c'était à ce point-là. Ouais. Michel, avec la distance, est-ce que l'on peut dire que c'est une chance ? C'est une chance dans mon cas parce que ça m'a permis de comprendre pourquoi je suis allé vers une personne comme qui a ce problème. Bien sûr. Ça vient de mon enfance, ça vient de mon père, ça vient d'une relation avec mon père. J'ai cherché l'amour de mon père à travers une femme un peu compliquée, comme l'était mon père. En fait. Donc ça m'a permis énormément d'avancer. Donc c'est une chance parce que ça vous a obligé à vous remettre en question, ça vous a obligé à aller de l'avant, à vous remettre dans la vie. J'espère pour vous en tout cas. Voilà, oui. C'est tout à fait ce qui m'arrive. Toute la vie me sourit. Maintenant, j'ai pu faire une constellation familiale. Ça m'a permis aussi de me débarrasser de plein de choses. Et aujourd'hui, tout va bien. Alors,
Le problème, c'est que je travaille encore avec cette personne qui elle est en arrêt de maladie depuis plusieurs mois. Donc on a coupé tout contact. On essaye. C'est pas facile parce que on a encore ce lien du travail, mais bon, ouais, voilà, alors, on va y arriver. Il faut se méfier d'une chose, c'est que ce sont des personnes qui veulent sans cesse vérifier leur toute-puissance. Et à un moment donné, elle peut revenir pour vérifier qu'elle serait capable de vous faire retomber dans ses filets. Ça, c'est important de le dire, parce que je pense que, étonnamment, certains pervers narcissiques ont quelque chose de rassurant. Lui, il m'humilie, lui, il me rabaisse, mais il est toujours là. Il me dit, je vais te quitter, je ne t'aime pas, etc., etc., mais la personne est toujours là. Donc, si vous avez une angoisse d'abandon, il a quelque chose, je dis il, ou il, elle, je sais pas comment on dit, il, peut-être, quelque chose de rassurant. Ouais. Là, ce sera pas mon cas parce que comme elle me juge comme un pervers narcissique, du coup, elle coupe tous les contacts. Tant mieux. Et Beau même cadeau. si à chaque fois j'essaye d'être sympa, de l'aider parce qu'on a quand même son travail, je suis son employeur. Oui, mais pourquoi vous essayez de l'aider, Michel ? Parce qu'elle traverse une période où elle est sa santé est en danger, elle a un cancer au stade 4, donc bon, j'essaye d'apaiser, de la motiver pour qu'elle s'en sorte, et bon, les retours sont pas sympas, donc je vais arrêter tout. Ouais, je crois, sincèrement, Michel, peut-être que je vais paraître terrible aux yeux de ceux qui nous écoutent, mais moi je pense que vous n'avez aucun intérêt à essayer de l'aider, c'est pas votre pas votre rôle là. Pour aller dans votre sens, Brigitte, ça marche pas de toute façon. En plus, ça marche pas. Donc ce que vous devez entendre, Michel, c'est que c'est juste pas votre place. Voilà, vous la sauverez pas. Vous n'êtes pas un sauveur. Et ça peut faire partie d'ailleurs de votre problématique. Réfléchissez-y. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes pas dit, on sent que c'est une personnalité infantile. On sent qu'il y a une grande potentielle souffrance derrière, et qu'est-ce qu'on aimerait être le chevalier blanc qui arrive sur son cheval et qui va sauver la belle non. Puis vous n'y êtes pour rien si elle a un cancer. Je crois qu'il ne faut pas non plus qu'il y ait un reste de petite culpabilité qui vous sentiriez obligé de la sauver. Faites attention à ça aussi. Non. C'est pas le cas. Elle a essayé, bien sûr, mais c'est pas le cas. Je culpabilise pas, non. Bon, très bien. Ça me rassure. Ma nature, elle est généreuse, ma nature, elle est... Oui, mais il y a des tas de gens qui pourront profiter de votre nature généreuse. Le plus beau cadeau qu'on puisse faire à quelqu'un qui emploie des mécanismes de défense pervers narcissiques, c'est de le quitter. Mais c'est vraiment un cadeau, parce que c'est le seul cas où la personne va à un moment donné se remettre en question. Donc c'est pas généreux de rester. Ça n'est pas généreux de rester. Soyez généreux pour vous-même et vous serez involontairement généreux pour le monde qui vous entoure. Faites-vous du bien à vous-même et ça fera du bien au monde qui vous entoure. Je sais pas si vous avez des frères, des sœurs ou des enfants, mais quel est le plus beau cadeau que pourraient me faire moi mes enfants que de me dire papa, je prends soin de moi. Waouh, super. J'en serais tellement heureux, tellement heureux. C'est vrai. Je préférerais ça à entendre papa, je vais venir pour prendre soin de toi. Non, mais c'est bon, gamin, va. Va vivre ta vie. Bah, écoutez, je vais écouter vos conseils, continuer un petit peu. J'étais un petit peu sur cette voie, mais je vais y aller encore plus. Et puis Michel, c'est très bien de vous être instruit sur le sujet, d'avoir lu, etc., etc. Mais peut-être qu'il y a quelque chose encore sur le plan émotionnel à comprendre chez vous qui vous permettra de sortir de ce besoin d'essayer de la sauver. Il me semble qu'il y a encore une petite blessure d'enfance là qu'il faut régler. Il me semble. Oui, et puis il faut bien comprendre que quand on est avec quelqu'un qui emploie massivement des mécanismes de défense pervers narcissiques, il projette sa souffrance dans nous. Donc on est sans médicament. On est sans médicament et on peut avoir le sentiment, si je me retire, ben oui, mais vous êtes le médicament, c'est comme si vous aviez affaire à quelqu'un qui a mal aux dents et que vous lui donniez un antidouleur, mais ces dents elles vont pourrir. Non, il faut souffrir à un moment donné et parce que je souffre, je vais aller chez le dentiste. C'est pour ça que je dis que c'est un beau cadeau d'arrêter. Et j'aime à dire, vous êtes sans médicament, mais attention, elle est votre symptôme. Donc vous aussi, vous avez quelque chose à comprendre. Et comme vous n'avez pas visiblement tout coupé, alors je comprends bien qu'elle travaille dans votre entreprise, mais comme vous n'avez pas tout coupé, ça veut dire que le symptôme, il est là, endormi, certes, mais il peut se réveiller, donc attention. En réalité, j'ai tout coupé, mais bon, c'est quelqu'un qui fait face à une situation nouvelle, un cancer à traiter, donc bon, quand ça a quand même été quelqu'un qui a partagé ma vie, donc j'essaye juste de la motiver, de lui donner de l'énergie, du courage, c'est tout. Je sais pas de la sauver, mais au moins d'être positif.
Oui, mais je pense ça. que le lien n'a plus de raison d'être. Bon, après, c'est à vous évidemment vous avez raison, Oui, sincèrement, je crois qu'il. Ouais. D'autant plus le retour a pas été très sympa, donc c'est vrai, je dois totalement couper les ponts. Oui. Oui. C'est ça. Merci en tout cas de votre témoignage, Michel. Merci beaucoup. On va faire une petite pause. On se retrouve dans un instant, toujours avec vous, bien sûr, 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Toujours avec Jean-Charles Bouchou, je le disais, quand on parle des pervers narcissiques, des PN, comme on dit aujourd'hui, on a toujours beaucoup d'appels. Jean-Charles Bouchou, vous êtes psychanalyste, vous êtes un peu notre spécialiste, si je puis dire. Je rappelle aussi que vous faites toujours vos écritures. Mais j'ai une formation d'atelier d'écriture qui va même s'enrichir en créer des espaces de parole, justement. Tout à l'heure, je parlais en mal des réseaux sociaux. On manque d'espace de parole, et donc si des personnes veulent créer des espaces de parole, j'ai la formation. D'accord, donc on va vous voir sur internet. Jean-Charles Bouchou, vous Bouchou, cherchez sur internet, vous allez trouver mon site, et vous allez à l'onglet formation et vous trouverez. Voilà, si vous avez envie de créer un espace de parole ou des ateliers d'écriture. On a besoin de ça, vraiment. Donc, il n'y a pas besoin de thérapeute en plus. Dans l'humilité, bien sûr, dans l'humilité et la bienveillance, mais pas forcément besoin d'être thérapeute. Et nous avons Eugénie qui nous rejoint. Bonjour Eugénie. Bonjour Brigitte, bonjour Jean-Charles. Bonjour Eugénie. Oh, vous avez une voix dynamique pour quelqu'un qui aurait rencontré un pervers narcissique, donc vous devez être sauvée. Oui, voilà, exactement. Voilà, je me suis rendu compte de ce qui s'était passé. Maintenant, je revis. Formidable. Je crois que la vie a plein dedans. Bon, ça fait plaisir à Jean-Charles Bouchou parce que moi, vous voyez, le sourire. Elle a retrouvé son envie de vivre. Eugénie, racontez-nous alors votre expérience. On va prendre depuis le début. Alors, je rencontre un homme qui est très souriant, qui a l'air de étrangement de coller à mon je est-ce que vous cherchiez un bon compagnon de vie Voilà, tout simplement. Donc, et puis ça m'allait. Donc, je me disais, cool, j'ai enfin trouvé. Et donc 4-5 mois après, déjà commence une première dispute. Mais bon, on sait que c'est pas toujours tout rose. Donc bon. Et le premier gros mot arrive. Mais bon, c'est pas grave, on passe outre et on continue et on se dit que ça va aller mieux. Et jusqu'au moment où on se rend compte que finalement, il y a de la violence verbale, verbale et physique dans mon cas. Ah oui. Voilà. Alors ça, c'est peut-être ce qui permet plus vite de se rendre compte qu'on est dans une relation toxique. C'est quand il y a de la violence physique. Étonnamment, les coups, on peut tuer quelqu'un avec les mots ou avec même des situations paradoxales. Alors, on peut évidemment tuer quelqu'un avec des coups, mais quand il y a eu des coups, on peut plus facilement en parler. Et plus facilement, c'est difficile quand on prend un coup, on se dit j'y crois pas, mais le lendemain, quand on regarde, on a un bleu, quoi. Il y a quand même quelque chose qui nous le rappelle. Voilà. Et voilà, c'est ça, voilà. Les douleurs, elles sont là. C'est pour ça que vous avez appelé votre dernier livre Les violences invisibles. Qui sont justement des paroles. Parce qu'on peut tuer quelqu'un avec le sourire et de fausses bienveillance. Tandis que là, ça, vous êtes tout de suite dit, ça, c'est pas possible. Ça, je me respecte trop pour accepter ça. Voilà, ouais. Bon, trop dur encore c'est vrai que ça a été, il est plus facile de l'accepter, même si c'est pas quelque chose d'acceptable, mais il est plus facile de l'accepter que d'en parler à son entourage. Alors, c'est étrange, mais j'ai eu beaucoup de mal. D'ailleurs, j'en ai pas parlé de suite. Et j'ai eu, je pense que j'ai eu une énorme chance. Alors, il n'y a pas de hasard, mais à ce moment-là, donc ça faisait 2 ans que j'habitais avec lui. Moi, j'avais plus d'amis, plus d'entourage, plus rien. Ma famille, elle était là, on se contactait, mais on se voyait pas. Et donc un jour, mon père m'appelle en me disant, écoute, est-ce qu'il y a possibilité que tu m'héberges parce que par rapport au travail, ça serait plus facile, je me rapprocherais. Donc moi, je lui dis oui avec grand plaisir. J'en parle du coup donc à mon ex. Et à ce moment-là, je comprends pas. Il se met dans une colère noire et puis là, on connaît. Enfin, moi, je savais la suite et je voyais déjà sa main se lever.
Et là, et sur le moment, je comprenais pas. Et il me dit, oui, mais en fin de compte, c'est un guet-apens. Tu l'as appelé pour qu'il vienne, qu'il m'en mette sur la gueule. Et puis, bon, je suis navrée de parler comme ça, mais voilà. Non, je vous en prie. Et en fin de compte, ça s'est presque fini comme ça. Finalement, c'est voilà, le papa sauvé qui par sauvé papa. Sans trop le savoir, voilà. Ouais. Bien sûr. Voilà. Donc, oui, parce que pour donc, qu'il y ait relation perverse narcissique, il faut qu'il y ait une relation fusionnelle. C'est-à-dire, à deux, nous ne faisons qu'un. Et dans la relation fusionnelle, je suis le gentil Dr Jekyll, tu es le vilain Mr Hyde. Donc, ça explique, un, la séduction, deux, l'isolation, et le tiers qui vient se mettre au milieu, et là, votre père a joué son rôle, en fait. Hein. Il vous a protégé. Oui, le père qui vient se mettre au milieu fait exploser le couple. Évidemment, puisque la fusion explose. D'ailleurs, si on doit donner un conseil aux personnes qui vivent des relations difficiles, prenez du champ. Ne serait-ce qu'aller passer un week-end tout seul à la montagne ou dans votre famille, mais pas forcément pour en parler, juste pour prendre du recul. Et quand on prend du recul, là, ça nous saute aux yeux. On s'aperçoit qu'on est en train d'accepter. Et vous avez vu, tout à l'heure, on a eu des exemples qui nous disaient 30 ans. 30 ans. Oui. Hier, c'était hier, oui. 30 ans. Et donc, dès qu'on prend du recul, on voit la situation dans son entier, et là, on arrive à prendre des décisions. Et remettre du tiers aussi. Là, en l'occurrence, il est venu vous sauver, comme on dit. Parce que la première relation fusionnelle qu'on a connue, c'était la relation à la maman, évidemment, quand on était dans son ventre, quand on était au sein. Et un jour, le père, il se présente, il dit stop, quoi, ça suffit, c'est ma femme, elle vient dans ma chambre, et toi, tu vas dans ta chambre. Va jouer plus loin. Il est là le rôle du père. Et c'est ce que votre père est venu faire dans votre maison. Voilà. Involontairement, visiblement, mais n'empêche que il a joué son rôle de père. Et voilà, c'est ça. Et donc c'est lui, c'est votre donc votre PN, comme on dit, c'est lui qui est parti dès qu'il a su que votre père arrivait, c'est ça? Voilà, il a tellement eu peur, comme il me disait, qu'il pensait réellement que c'était un guet-apens. Et c'est marrant parce qu'à ce moment-là, je me revois encore lui dire, mais non, mais t'inquiète pas, personne le sait. Et puis de toute façon, t'es pas malade. Enfin, t'étais juste colérique, on va réussir à te calmer. Vous vous rendez compte, vous le protégez, hein. Non, mais c'est terrible parce que je le protégeais. Et puis et en plus de ça, tout ce qui m'arrivait, c'était de ma faute. C'était à moi de m'excuser et c'est vrai que j'ai mis beaucoup de temps à passer ça, je m'excuse encore toujours. Aujourd'hui, je suis avec un merveilleux chéri et même encore aujourd'hui, je m'excuse de quelque chose que je ne fais pas. Oui, mais c'est intéressant parce qu'on sent votre élan vital, on sent votre énergie, mais on entend aussi que pendant 2 ans, vous étiez carrément sous l'emprise, quoi. Ouais. Oui, c'est vrai que ça montre à quel point même quelqu'un qui va. D'ailleurs, je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais on dit souvent que c'est des belles personnes qui tombent sous l'emprise. Oui, le pervers narcissique admire sa victime et en fait, il en est jaloux. Il en est jaloux. Il prend pas un minable. Hein. Couple, mais on pourrait parler du travail aussi. Imaginez un chef de service veut que son service fonctionne bien. Il a donc intérêt à demander à ses subalternes de donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais si il les valorise trop, il le met en danger parce que le directeur pourrait dire dis donc, tes salariés sont meilleurs que toi. Donc il faut à la fois prendre le meilleur de la personne et en même temps lui faire croire que c'est pas si terrible quoi. Hein. On est dans quelque chose, on est dans le champ de la paradoxalité. Et la paradoxalité, ça rend fou. Eh oui. C'est vrai. C'est vrai. Bon, en tout cas, je pense que vous êtes à l'abri maintenant, Eugénie. Je pense que vous repérerez toute personne qui pourrait... Enfin là, j'ai compris que vous étiez avec un homme avec qui ça va très très bien. Mais notre organisme le repère rapidement, mais on n'en tient pas compte. C'est refaire du lien entre soi et soi. Se relier à soi, c'est ça la solution. Alors comment on fait? Moi, c'est la méditation. D'autres, ça va être des promenades en forêt. Il faudrait arrêter de faire lire aux petites filles des contes de fées. C'est vrai. Parce que le prince charmant, on va en parler d'ailleurs dans le Love Conseil, il n'existe pas, le prince charmant. Ah bon? Ou alors il a un habit de prince charmant, mais en dessous c'est voilà. Et c'est comme ça que je l'appelais d'ailleurs au début. Mon prince charmant, j'ai toujours rêvé. Tiens. Oui. Vous l'avez rencontré, voilà, ce fameux prince charmant, hein, et puis il a vite enlevé son habit de prince. Hein. Voilà. Il arrive sur un cheval blanc et on le retrouve sur un cheval noir. Hein. Exactement. L'appel précédent, Michel, était un petit peu un prince charmant qui arrivait sur son cheval blanc qui voulait sauver
L'autre que je lui ai dit a cessé d'être un sauveur. Non, c'était peut-être un vrai prince charmant en fin de compte. Merci beaucoup Eugénie, en tout cas. Merci de votre témoignage. On fait une petite pause et justement dans ce Love Conseil, on va parler de ce livre qui parle du prince charmant. Et puis on recevra également Lisa Dema qui vient de sortir un livre pour les femmes, pour qu'elles retrouvent leur sexualité. Et puis on terminera bien sûr avec quelqu'un qui nous racontera à nouveau une expérience pervers narcissique. À tout de suite. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors, Jean-Charles Bouchou, il y a une nouvelle mode aujourd'hui. C'est la mode des livres en bande dessinée. Et alors, j'en reçois beaucoup évidemment. Il y en a beaucoup dont je ne parle pas parce que je peux pas parler tout le temps de tout ce qui m'arrive. Mais j'ai eu envie de parler de ce livre qui s'appelle Un si grand amour, histoire d'une rupture. C'est Pauline Aubry qui en est l'autrice. C'est aux éditions Les Arènes. Et franchement, j'ai trouvé que ce livre avait, d'abord, il est marrant, hein, comme toute bande dessinée, il y a toujours de l'humour, et il aborde justement la question du prince charmant, c'est-à-dire c'est une jeune femme qui rencontre le prince charmant, elle tombe évidemment follement amoureuse, et puis évidemment le prince charmant, il est très vite infidèle, il est très vite odieux, etc. Et au fil des chapitres de cette bande dessinée, elle découvre donc la souffrance, elle découvre ensuite la nécessité de se reconstruire, et il y a beaucoup d'allusions psychologique, mais en même temps très très grand public. Et je trouve que c'est un livre intéressant. C'est vraiment un livre pour les femmes que pour les hommes. Mais c'est un livre intéressant pour bien comprendre comment nous les femmes, on est quand même très dans le besoin d'être amoureuse, dans le besoin d'être aimée, dans le besoin d'aimer. Ça pourrait être un livre pour les hommes pour qu'ils comprennent enfin les femmes. Ça pourrait, oui, parce que là, elle explique bien le fonctionnement du féminin, et puis elle parle aussi des blessures d'enfance, enfin elle parle de tout ça, et j'ai trouvé que c'était assez grand public tout en étant assez précis, voilà, et puis ça parle quand même de sexualité parce que c'est quand même important aussi de parler de sexualité. Voilà, donc Un si grand amour, histoire d'une rupture aux éditions Les Arènes, et bravo à Pauline Aubry qui en est l'autrice. Elle est très jeune en plus, et je trouve que justement d'être déjà capable d'avoir analysé tout ça, moi je suis parfois très très impressionnée par des jeunes femmes qui ont déjà compris plein de choses. Moi quand j'avais cet âge-là, j'étais complètement à côté de la plaque, voilà. Il y a le premier chapitre, c'est le jour où tout a basculé. Le deuxième chapitre, c'est le déni, le fameux déni dont vous parlez beaucoup. Troisième chapitre, c'est la colère, l'amour c'est la guerre. Quatrième chapitre, c'est la tristesse. Ensuite l'acceptation, voilà, et puis ensuite la reconstruction. Tout ça, évidemment, vous en parlez vous quand vous êtes avec vos patients, j'imagine. Oui, beaucoup. Voilà. Un si grand amour aux éditions Les Arènes. Et puis je change de main, je change de livre et j'accueille Lisa Dema. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes également très très jeune aussi. Vous avez écrit ce livre. Alors c'est pas une bande dessinée, mais il y a beaucoup de dessins qui permettent, notamment des petits dessins qui montrent l'anatomie du sexe féminin, mais bien d'autres dessins aussi pour rendre le livre allégé, parce que c'est ça dont les jeunes ont besoin. C'est des livres où on peut à la fois avoir des dessins, avoir des petits encarts, etc. Ça s'appelle Comment redécouvrir votre sexualité. C'est aux éditions Les Détonnantes. Alors, redécouvrir, je suis pas sûre. C'est peut-être découvrir le bon titre, non? Ouais, bien sûr. D'ailleurs, je rebondis sur ce que vous venez de dire. En fait, j'ai écrit ce livre pour effectivement les femmes du coup millennials. Donc c'est effectivement 30-40 ans. C'est directement ma génération. Mais je pense que ce livre s'adresse un peu à tout le monde en fait, parce que même on peut être une femme qui a connu un seul partenaire toute sa vie, qui se considère pas du tout comme libérée, et avoir une sexualité plus libérée qu'une jeune femme habituée des clubs libertins. Donc j'ai vraiment écrit ce livre pour aider tout le monde à vivre sa sexualité en ses propres termes. Et comme vient de le dire Jean-Charles Bouchou, finalement les hommes pourraient aussi mieux découvrir les femmes en lisant votre livre. Fait, oui. Alors comment redécouvrir votre sexualité? Il y a deux chiffres que je voudrais rappeler. 20% des femmes ont des rapports sexuels sans en avoir vraiment envie. Ça fait quand même beaucoup. Et 40% avouent avoir déjà simulé. Alors moi personnellement,
personnellement, je suis pas contre le fait de simuler, mais je sais que beaucoup de jeunes femmes aujourd'hui sont très contre. C'est quoi votre avis, vous? Alors moi, c'était en fait c'était l'élément déclencheur qui m'a fait écrire ce livre. C'est lorsque je me suis rendu compte que des amies très proches, qui sont encore une fois très différentes, qui sont parfois mamans, enfin des personnes que je trouve inspirantes et qui m'ont l'air très déconstruites. Donc féministes, vraiment elles cochent toutes les cases. Elles ont lu tout Mona Chollet, elles vont à toutes les manifestations, vraiment la féministe exemplaire. Et lorsqu'on parle de sexe, en fait, elles simulent souvent pour flatter l'ego de leur partenaire ou parce qu'elles se mettent trop la pression. Je reprends justement les termes d'une des femmes qui m'a raconté dans son histoire et qui m'a dit qu'elle se sentait demi-femme parce qu'elle n'arrivait pas à atteindre l'orgasme. Donc donc simuler l'orgasme, faire du sexe alors qu'on n'en a pas vraiment envie parce qu'on a l'impression qu'on doit du sexe à son partenaire. Accentuer la réaction du plaisir, donc avoir des cambrements, des gémissements. Enfin bref, tout ça c'est une sorte de chorégraphie sexuelle qui moi m'a ouvert les yeux. Je me suis dit ok, mais si mes copines en fait ne vivent pas leur sexualité comme elles l'entendent, c'est que le sexe est vraiment un bastion renforcé du patriarcat et qu'il y a encore plein de choses à faire. En même temps, Lisa Dema, je pense que c'est aussi en s'exerçant qu'on apprend. Et que à force de ne pas vouloir avoir du tout de sexualité parce qu'on n'en a pas envie ou parce que justement on n'a pas d'orgasme, on risque de rester sur la touche, si je puis dire. Non ? Oui, bien sûr. Alors moi, l'orgasme, c'est vraiment tout un sujet parce que je pense que si on avait passé autant d'énergie à comprendre ce qui fait vraiment jouir les femmes plutôt qu'à essayer d'excuser le fait de ne pas jouir, on en aurait fait beaucoup de progrès et on aurait moins d'écart de fossé orgasmique. Donc le fait que les femmes jouissent 30% de moins que les hommes. C'est un peu, c'est un petit peu, j'allais dire presque inné, hein. L'éjaculation, en plus, est-ce que l'éjaculation c'est forcément un orgasme? C'est un autre sujet, mais effectivement, toutes les femmes peuvent jouir. C'est juste il faut enfin dire les termes et comprendre. Oui, mais c'est pas une nécessité pour la reproduction et pour l'espèce. C'est toute la difficulté. Bien sûr, exactement. C'est pour ça que c'est peut-être. Et puis malheureusement, il y a aussi beaucoup de femmes qui ont subi des abus et qui peut-être ont beaucoup de travail à faire pour retrouver leur corps. Complètement, absolument. Ouais. En tout cas, il y a des choses. Alors, vous parlez évidemment de la pornographie comme modèle un peu trop fréquemment même pour les femmes aujourd'hui. Puisque je crois qu'il y a 30% de femmes qui regardent des films porno pour 70% d'hommes, mais c'est quand même 30%, c'est pas rien. Bien sûr, ouais. Donc le porno, c'est vraiment un médium que je trouve absolument fascinant, parce que je pense qu'il y a moyen d'en faire quelque chose d'extrêmement joyeux, de divertissant, et on peut vraiment montrer la sexualité sous plein de formes. Donc moi, je suis pas du tout là pour taper sur le dos du porno. Et encore une fois, lorsqu'on va avoir tendance à opposer porno éthique, donc moi je suis quand même rédac chef de Femtasy, donc c'est quelque chose que je connais bien, au porno conventionnel, on peut aussi encore une fois il y a des nuances, donc il y a porno conventionnel et je suis aussi bien placée pour connaître toutes les nuances. Mais donc le porno, c'est intéressant d'observer ça parce que ça fait partie de nos représentations sexuelles, qu'on le veuille ou non. Même si nous on regarde pas de porno, on va faire l'amour avec des gens qui ont regardé du porno très probablement. Donc ça va avoir un impact sur notre façon juste de vivre notre sexualité. Donc je trouve que c'est très important de comprendre comment est-ce que ça a eu un impact sur les positions qu'on va juste faire dans notre sexualité, sur notre rapport au corps, sur ce qu'on va attendre de l'autre dans un rapport d'intimité. Donc je parle du porno, mais je parle aussi de la famille, je parle de l'éducation scolaire. Absolument. Et de la pop culture, et comment est-ce que tous ces différents axes ont façonné ce mythe que j'appelle la super baiseuse virginale, qui est en fait cette espèce de mythe féminin auquel les femmes aspirent en fait et cherchent à être pour être un bon coup. C'est une tendance qui aujourd'hui quand même est un petit peu en régression, parce qu'on voit beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont très anti, par exemple, pénétration. Enfin, il y a quand même des courants aujourd'hui qui se démarquent. Je crois que le courant pour être une vraie femme, il faut être très sexuée. C'était plus un courant du début des années 2000, justement après le porno chic. Oui, complètement. Et je pense qu'aujourd'hui aussi la Gen Z, la génération des plus jeunes, fait beaucoup moins l'amour, et je pense que c'est aussi ça, vivre sa sexualité en ses propres termes d'une certaine manière, c'est aussi ne pas avoir envie de faire l'amour lorsqu'on n'en a pas envie. Donc c'est déjà une belle progression. Après, effectivement, je pense que la sexualité cristallise un certain mal-être, et donc c'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre. C'était pour permettre aux personnes qui jusque-là en avaient une vision potentiellement très anxiogène, avaient une certaine forme d'anxiété liée à la sexualité, puissent se la réapproprier et la vivre comme ils l'entendent. Comment redécouvrir votre sexualité? Lisa Dema, vous évoquez la question de la masturbation. Oui. On en parlait encore récemment avec
Philippe Bruneau qui vient d'écrire l'éloge de la masturbation et qui dit il faut vraiment que les femmes se masturbent parce que au moins elles vont découvrir leur corps. Vous êtes d'accord avec ça? Ah oui, c'est vraiment mon grand combat. Effectivement, oui, je pense que c'est un acte d'amour de soi qui permet vraiment de prendre soin de son bien-être sensuel. Vraiment, le bien-être sensuel, c'est une forme d'amour propre en fait qu'on a tendance à trop minimiser. C'est pas un autre cours de yoga, c'est pas aller à la salle de sport en fait. Prendre soin de soi et pouvoir se faire jouir si on en a envie ou juste se faire du bien, ça va avoir un impact considérable sur la façon, notre identité en fait, et potentiellement la place qu'on va prendre dans la société. Donc il y a vraiment un effet très court terme de je vais pouvoir potentiellement m'aider à mieux dormir, réduire mon stress, savoir exactement ce qui me fait du bien et pouvoir le communiquer à mon partenaire ensuite. Et à long terme, c'est une forme d'indépendance en fait, une forme d'indépendance sexuelle. Et puis il y a un chapitre qui me semble essentiel. Alors je sais pas, j'aimerais bien avoir des chiffres d'ailleurs. Je connais les chiffres en général sur l'estime de soi et l'estime de son corps des femmes en général, mais j'aimerais savoir si les jeunes femmes sont avec une meilleure estime d'elles-mêmes que les femmes de plus de 40 ans. Je sais pas si vous avez la réponse. Effectivement, c'est de plus en plus dramatique en fait. C'est notamment lié aux réseaux sociaux. C'est de pire en pire. Oui, c'était déjà terrible. Oui, voilà. Donc effectivement, c'est de pire en pire et c'est la cause majeure d'anxiété liée à la sexualité. Bien sûr. C'est le rapport au corps. Et j'ai eu justement une jeune femme qui m'a raconté une de ces anecdotes. Il y en a d'ailleurs, c'est parsemé à travers tout le livre, qui m'a raconté que en étant petite fille, on lui a toujours dit tu vas en briser des cœurs, vraiment tu vas faire tourner la tête de tout le monde, t'es vraiment très très belle. Donc elle a associé sa valeur individuelle à sa beauté, ce qui veut dire que lors des rapports sexuels, elle n'arrive pas à lâcher prise parce qu'elle se voit faire l'amour et elle veut rester belle. Faire une grimace exactement. En jouissant, c'est pas exactement, bon. Tout à fait. Donc c'est-à-dire qu'elle va faire attention à ce qu'il n'y ait pas un bourrelet sur cette position, elle va écarter même les positions qu'elle préfère le plus parce qu'elle sait que dans ces positions, elle n'est pas magnifique. Jean-Charles Bouchou, quelle interprétation vous feriez? Pourquoi les femmes ont plus de mal avec leur corps alors qu'il y a autant d'hommes laids que de femmes laides? On leur a appris comme ça, on leur a donné des poupées Barbie. Vous savez, une poupée Barbie, je sais pas, ça doit faire 30 cm de haut et 1 cm de large ou 2. Si vous multipliez par 5 pour arriver à quelqu'un qui mesurerait 1,50 m, ça lui ferait une taille donc de 10 cm. C'est impossible. Donc on peut pas, il y a un idéal, un pseudo-idéal féminin véhiculé par la mode, les jouets, etc., qui est inatteignable. Donc c'est perdu d'avance. Oui. Donc, et d'ailleurs, on voit les journaux féminins actuellement avec l'approche du printemps, de l'été. Il faut maigrir, c'est-à-dire qu'on voit bien que même les magazines féminins continuent des injonctions. Je crois pas que les hommes aiment les femmes maigres. Non, je vous assure. Ça, il faut le dire. Hein. Je pense que c'est plus qu'il faut le dire, c'est-à-dire qu'il faut se détacher de vouloir plaire. C'est-à-dire que c'est un combat qui est si, avoir envie de séduire, je crois que tout le monde a envie de séduire. Je suis d'accord, mais c'est de plaire à un idéal. Oui. En se disant que la féminité, c'est ça. Non, mais croire qu'il faut être... Je dis toujours la même chose, mais si vous êtes bien dans votre peau, vous êtes agréable. Non, mais moi, je dis toujours, par exemple, Marilyn Monroe, elle était belle, elle était bien en chair. Quand vous regardez bien, elle n'était pas spécialement belle. Elle dégageait une telle beauté sensuelle qu'elle a fait... C'est certainement le sexe symbole le plus célèbre. Et elle n'était pas particulièrement belle, quoi. C'est-à-dire, encore une fois, faut bien s'entendre sur ce qui fait qu'un homme va être séduit par une femme. C'est pas une beauté parfaite, c'est ce qu'on doit dégager de féminin, quoi. Et puis cessez de vouloir plaire à tout le monde aussi. Parce que forcément, vous pouvez être la femme la plus belle du monde et puis pas plaire à un homme, et puis vous pouvez être pas forcément la femme la plus belle du monde et puis séduire sans difficulté une personne. On ne sait pas ce qui passe. Ce qui passe, c'est des odeurs, c'est des Regardez phéromones. Le prince Charles, il a jamais aimé les Lydie. Pourtant, elle était quand même plus belle que sa Camilla. Hein. Ouais. Bon, bref, revenons à votre livre, Lisa Demas, je vais encore me faire des amis. Comment redécouvrir votre sexualité? Vous évoquez aussi évidemment la question du consentement et des zones grises, hein, qui est une vraie question que les femmes, les jeunes femmes se posent aujourd'hui. Ouais. Alors le consentement, c'est un irrévocable. Alors moi, je suis assez radicale, je dois avouer. C'est-à-dire que pour moi, lorsqu'il n'y a pas de consentement, on parle pas de sexe, on tombe dans une agression.
Donc, quand je parle des zones grises, c'est justement pour dire qu'il n'y a pas de zone grise dans le sexe et que même les pratiques où on peut se dire, voilà, qu'on va jouer dans des rapports de domination, de pouvoir, etc., où potentiellement le consentement pourrait paraître flou, ce n'est pas le cas. S'il y a un protocole, il y a certaines règles à suivre. Je parle typiquement du BDSM, qui sont des pratiques où, au contraire, le consentement est encore plus présent et encore plus important. Et donc, alors que ces pratiques se démocratisent aujourd'hui, en particulier auprès des jeunes femmes, c'est important de se rendre compte que sans consentement, on sort du sexe. Je ne sais pas si vous le saviez, mais moi je me suis beaucoup intéressée au SM justement il y a une trentaine d'années. Oui. Et à l'époque, c'était très marginal, évidemment. Il y avait des contrats qui se signaient justement entre dominateurs et soumises pour éviter justement qu'il y ait des problèmes de consentement. Alors après, il y a eu aussi des dérives malheureusement de toute façon. Bien sûr, mais c'est aussi ça que je trouve intéressant, c'est de s'inspirer de ces pratiques qui sont considérées comme atypiques, en fait, extraordinaires, hors de l'ordinaire de la sexualité, et de prendre des enseignements et les intégrer dans la sexualité dite vanille. J'aime pas du tout ce terme, mais bon, j'ai quand même l'utilisé. La sexualité plus traditionnelle. Et voilà, d'en apprendre des choses et d'essayer d'appliquer justement ces codes, le consentement, l'aftercare, typiquement, sont des choses sublimes qui serait très chouette d'intégrer. Bon, en tout cas, c'est un livre qui peut vous aider à vous découvrir. Il y a même un test, si vous voulez découvrir vos nouveaux fantasmes. Ça s'appelle « Comment redécouvrir votre sexualité ». C'est aux éditions Les Détonnantes. Merci beaucoup, Lisa Demas. Merci beaucoup. Allez, on fait une petite pause et on revient sur la question des pervers narcissiques avec Jean-Charles Bouchou. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Jean-Charles Bouchou est avec nous, psychanalyste, auteur de ce livre « Les violences invisibles » que je vous conseille, si vous avez peut-être le sentiment d'être dans une relation où il y a quand même des petits trucs comme ça, des petits bruits qui font bizarre. Dans ce livre, vous allez voir de quoi on parle quand on est dans des violences invisibles. C'est aux éditions Le Courrier du Livre et ça vous aidera peut-être à prendre soin de vous et à ne pas rester dans une relation qui serait toxique. Bien sûr. Oui, parce que la vraie perversion narcissique, comme je l'avais pensé à l'époque où j'ai écrit mon livre, se fait avec le sourire. Ce sont des gens charmants. Les gens confondent, je crois, les pervers narcissiques et les psychopathes. Pas du tout la même chose. C'est pas du tout pareil. Non, le psychopathe, il va tout de suite vous faire une scène. Une jeune femme me racontait que dans son travail, sa chef de service lui dit, vous savez, comme j'ai confiance en vous. Ah, ça fait du bien d'entendre ça. Alors écoutez, je vais vous confier une mission. Vous allez faire ça. Et en fait, elle lui confie une mission que l'autre ne peut pas réaliser. Soit qu'elle n'en a pas les moyens, soit qu'elle n'en a pas la formation. Et au bout de 15 jours, la chef de service vient la voir et dit « Oh, vous n'y êtes pas arrivé. Oh, je suis sûr que vous avez fait de votre mieux. » Pas plus. C'est horrible. Pas plus. Et là, on la repère pas, la violence, mais elle est là d'un bout à l'autre. Et c'est fait exprès. Oui, et encore vous le dites en faisant la moue, tandis que la chef de service a dû le dire avec un sourire. Oui, voilà. Vous êtes démasqué, Jean-Charles Bouchou. Vous n'êtes pas un bon pervers narcissique. Alors, nous avons pour conclure Charlotte qui est avec nous. Bonjour Charlotte. Bonjour Brigitte, bonjour Jean-Charles. Bonjour Charlotte. Merci de témoigner. Alors, je crois que votre mère était une femme... Perverse narcissique, oui, ce dont je ne me doutais pas quand j'étais petite. Ah bah non, en tant qu'enfant. Voilà, moi je croyais que tout le monde l'adorait, qu'elle était charmante, aimée de tout le monde, et puis qu'il y avait que moi qu'elle aimait pas, quoi. Voilà. Alors bien sûr, je culpabilisais parce que je me disais qu'est-ce que je fais pour être toujours à côté de la plaque, comment je fais pour jamais faire ce qu'il faut. Ouais, c'est terrible lorsqu'on a un parent qui nous dit tu es nul, tu as encore raté. Voilà. Vous aviez des frères et sœurs, Charlotte? Oui, j'avais des sœurs, oui, c'est ça. Et est-ce qu'elle était comme ça avec tout ou seulement avec vous? Avec moi. Elle était avec moi comme ça. En général, ils prennent un enfant. Oui, c'est ce qu'on appelle l'enfant symptôme. Et ça montre bien ce que je disais tout à l'heure sur le clivage. C'est parce que je décharge mon négatif sur un enfant, et toujours le même, que je peux aller briller ailleurs. C'est ce qui m'a fait dire à une dame qui appelait tout à l'heure, vous êtes son médicament. Vous êtes son médicament. Okay. Mais Charlotte, vous n'êtes pas là pour ça. D'une certaine manière, vous sauviez votre mère, mais en tant qu'enfant, la pauvre. Et l'enfant peut avoir un sentiment de toute puissance parce que vous savez, les enfants savent tout. Donc, à cause de toi, tout va mal. Déjà, vous n'êtes pas n'importe qui. 2, l'enfant peut très bien sentir qu'il sauve sa mère et que c'est grâce à lui qu'elle peut aller briller ailleurs. Mais moi, j'ai voulu la sauver parce que je voyais qu'elle souffrait.
souffrais beaucoup, mais j'étais pas consciente de ça. J'en ai pris conscience plus tard en grandissant. C'est normal, c'est normal. Que je faisais tout, je me sacrifiais pour l'aider tellement. J'ai toujours vu ma mère souffrir. Je me demande si c'était du cinéma pour attirer la sympathie des gens parce qu'elle n'avait pas trouvé d'autres moyens de se faire remarquer parce elle sait pas être dans la communication avec les autres. La seule communication qu'elle a trouvée pour se faire être intéressante aux yeux des autres, c'est de faire la malheureuse. Donc pour ça, il lui faut des bourreaux, on est d'accord. Pour être victime, il faut des bourreaux. Donc les bourreaux, elle va les fabriquer. Voilà. Donc moi, pour elle, je pense que j'ai été le bourreau, mais avant ça, il y avait mon père, avant ça, bon, enfin voilà. Il y a toujours des bourreaux autour d'elle pour dire qu'elle est une pauvre petite chose, donc il faut s'occuper. Mais ce qui est bizarre, c'est que les pervers narcissiques se posent rarement en victime, si Jean-Charles Bouchou, ça leur va très bien, oui. Quand ils vous font exploser, c'est-à-dire que vous pouvez rester avec eux longtemps à vouloir les sauver, puis un jour vous en avez marre et vous l'envoyez promener, et là, il va dire tu révèles ton vrai visage. Voilà, c'est-à-dire, par exemple, moi, tant que je ne savais pas tout ça, eh bien, j'étais comme j'étais, et je culpabilisais d'être méchante avec ma mère, parce qu'elle me faisait croire que j'étais méchante avec elle, mais j'avais pas pris conscience que quand j'allais chez elle, mettons, je suis une petite travailleuse de la région parisienne, et quand je revenais en vacances chez elle, eh bien, mettons dans le garage, aux yeux quand il y avait personne, elle me disait une petite pique là, elle me sortait une pique, et moi je partais, je cherchais pas, je calculais pas, je disais et puis vous voyez, je m'énervais parce qu'elle m'avait piqué, comme si elle avait mis une braise sur mon bras, quoi. Et en fait, c'est moi qui m'énervait, qui me faisait mal voir de tout le monde. Donc, je passais pour le bourreau. En fait, elle créait son bourreau. Mais ça, je l'ai compris parce que j'ai fait des années de psychologie. Elle savait piquer là où vous alliez réagir. Et du coup, devant tout le monde, vous étiez en colère et donc vous passiez pour la méchante. Oui. Et vous savez que j'ai découvert aussi que les bourreaux peuvent faire leur mal devant tout le monde sans que les gens le sachent. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple. Vous êtes à table, votre bourreau, enfin, elle se considère comme ma victime, mais je veux dire, elle va servir tout le monde, puis elle vous oublie. C'est pas fait exprès, parce que quand vous le dites, c'est pas, vous êtes méchante de lui en vouloir et de croire qu'elle l'a fait exprès. Vous voyez? Vous comprenez? C'est des choses comme ça. Où elle vous dit, tu peux aller chercher une baguette. Tu ramènes une baguette au village? Oui, d'accord. Et vous revenez, vous avez ramené une baguette exactement comme elle a dit, parce que surtout pas faire autrement, parce qu'on est déjà toujours à côté de la plaque. Alors quand elle me dit les choses comme elle les veut, je fais exactement comme elle veut. Et bien là, elle dit, t'en as pris qu'une. Bon. Et elle laisse des points de suspension comme ça. Avec une parole de victime, de chien battu. Avec un air de chien battu. C'est ça, quelqu'un qui assiste à la scène ne voit rien de particulier et se dit effectivement, Charlotte ne fait pas beaucoup d'efforts. Et si vous vous révoltez, on va vous dire, dis donc, tu as bien mauvais esprit. Eh bien, moi, je suis mauvaise pour ma mère aux yeux des autres, du coup, parce que moi, je réponds, parce que je le savais pas, je le voyais pas. Et en 2009... Cela dit, Charlotte, quand on est enfant, on peut pas le voir. Visiblement, la manière dont vous en parlez, je pense que vous avez fait un bon travail, parce que vous en parlez très bien. Et malheureusement, j'ai trouvé un mari, mais ça, je le savais pas. C'est ma psy qui m'a dit, vous avez trouvé un mari qui est comme votre maman. Vous avez épousé maman. Mais comment j'ai fait? Eh bien, en fait, on va vers ce qui nous est familier, m'a expliqué. Et voilà, et boum, rebelote. Et ce mari, il m'a isolé de tout le monde. Je me suis séparée de lui. Il m'a isolé de tout le monde, de 3 personnes de ma famille, donc de ma mère et de mes sœurs. Ça, c'est pas plus mal, de votre mère. Oui, mais quand même, c'est l'histoire de ma vie, les pervers narcissiques, quand même. Et au boulot, je vis les pervers narcissiques, parce que finalement, ils doivent voir que je suis. Oui, mais visiblement, vous êtes en train d'ouvrir les yeux, comme disait tout à l'heure Jean-Charles Bouchou. Bien sûr. Et je pense que vous allez les repérer beaucoup mieux encore que n'importe qui à l'autre. Oui, bien sûr, mais je les repère, Je le repère, mais quand on est au boulot, on est dans des relations obligatoires. C'est ce que j'appelle, moi, des relations obligatoires. Alors justement, puisque vous évoquez ce sujet, qu'on est en toute fin d'émission, Jean-Charles Bouchou, quand c'est au travail, qu'on repère quelqu'un qui a ses caractéristiques, parce que il faut bien parler de caractéristiques, évidemment, il faut être le plus neutre possible. Oui, bien sûr. La première chose, déjà, c'est de s'en apercevoir. Parce que quand on arrive à mettre du sens, comme Charlotte est en train de le faire, sur ce qu'on est en train
de vivre, même si on continue à le vivre, on n'est plus vraiment victime, quoi. C'est désagréable, ça va continuer, on le sait bien, mais bon, le jour où vous achetez une baguette, qu'on vous dit t'en as acheté qu'une, vous avez presque envie de rire. Parce que vous la connaissez, l'histoire. D'accord. Donc la première chose, c'est mettre du sens. La deuxième chose, c'est que l'autre, quand il s'aperçoit qu'il est démasqué, généralement, il vous attaque moins. Il prend parce une autre qu'il sent victime. bien que ça marche plus. Bien sûr. Voilà. Donc, quand il est démasqué, le pervers, normalement, s'en va. Si c'est au travail, vous commencez à devenir dangereux de toute façon. Hein, mais effectivement, quand on est au travail, quelquefois, on est obligé de rester parce qu'on a besoin de son salaire, parce qu'il faut rembourser les traites de la maison, etc., etc. Donc, mettre du sens, en parler peut-être c'est super important. Le travail qu'on fait là en ce moment, en menant le débat, est très très important. Eh bien, comme toujours, vous avez apporté beaucoup d'éclairage, Jean-Charles Bouchou. Merci beaucoup. Et j'espère que ceux qui nous écoutent vont pouvoir, grâce à tout ce que vous avez dit, éviter ces fameuses personnes qui, je le répète, on ne peut pas les changer. La seule solution, c'est de fuir. Tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delovan. Merci Jean-Charles Bouchou.